Allez, on va plonger ensemble dans la psychologie un peu cachée de nos décisions financières. C'est la question en fait. On a tous appris que l'argent, c'est des maths, des calculs, bref, un truc purement rationnel. Mais alors, si c'était si simple, pourquoi est-ce que ça nous prend autant aux tripes? Alors, pour commencer à y répondre, on peut partir d'une idée toute simple mais vraiment puissante de l'auteur Morgan Housel. Il dit « personne n'est fou ». Ça veut dire que nos comportements avec l'argent, même ceux qui paraissent complètement dingues de l'extérieur, ils ont leur propre logique. Une logique qui vient tout droit de notre histoire personnelle. Justement, parlons-en de cette histoire avec l'argent. C'est un peu comme si notre passé écrivait un scénario, un script unique pour chacun d'entre nous, un script qu'on suit, souvent sans même le savoir. Et c'est ça qui explique pourquoi il n'y a pas de recette magique, pas de vérité universelle en finance perso. Prenons un exemple tout bête. Quelqu'un qui a grandi avec une inflation galopante, cette personne va peut-être se méfier des obligations toute sa vie. Pour quelqu'un d'autre, ça va paraître irrationnel, mais si on se met à sa place avec son vécu, ça devient tout à fait logique. Bon, pour aller plus loin et vraiment illustrer cette idée, on va se pencher sur un truc assez étrange, une sorte de bug de notre cerveau, un concept super puissant qu'on appelle l'aversion à la perte. Alors la définition un peu formelle, qui nous vient des travaux de Daniel Kahneman et Richard Thaler, c'est ça. C'est un biais cognitif, un vrai biais fondamental qui va influencer, mais alors énormément, nos décisions, que ce soit en bourse ou dans la vie de tous les jours. Pour dire plus simplement, la douleur qu'on ressent en perdant, disons, 100 € est beaucoup, mais alors beaucoup plus forte que le plaisir qu'on a à gagner ces mêmes 100 €. C'est fou, non? La claque de la perte pique bien plus que la caresse du gain n'est douce. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Regardons un peu ce qui se passe dans le monde de l'investissement. Ça, c'est le piège classique dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs. Et c'est directement lié à cette aversion à la perte. Le fait de refuser de vendre et donc de réaliser la perte, ça pousse à garder un actif qui continue de chuter. On se raconte des histoires, on rationalise en se disant que ça va remonter. C'est ce qui mène souvent à des portefeuilles qui sous-performent. On préfère s'accrocher à l'espoir, même mince, plutôt que d'affronter la douleur bien réelle de la vente à perte. Mais attention, il faut faire la distinction. L'aversion à la perte, ce n'est pas la même chose que l'aversion au risque. Être prudent face au risque, ça peut être une stratégie tout à fait rationnelle. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle l'effet de dotation, cette tendance à surévaluer un objet juste parce qu'il nous appartient. Non, l'aversion à la perte, c'est vraiment cette douleur disproportionnée qu'on ressent face à une perte. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est même pas spécifiquement humain. Des études ont montré ce biais chez des singes, les capucins par exemple. Ça laisse penser que c'est quelque chose de très profond, un trait hérité de l'évolution, et pas juste une mauvaise habitude culturelle. D'accord, donc on a un cerveau qui est câblé d'une certaine façon. Mais, et tout ce qui ne dépend pas de nous, tous ces facteurs qu'on ne contrôle absolument pas. Allez, prenons un peu de recul pour voir ça. Cet exemple illustre parfaitement ces deux forces, aussi puissantes qu'invisibles, la chance et le risque. Il faut bien comprendre que chaque réussite, chaque échec, est le résultat de bien plus que le simple effort individuel. Pour un Bill Gates qui a eu cette chance incroyable, il existe un Kent Evans dont tout le potentiel a été fauché par un coup du sort, un risque totalement imprévisible. Et la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que s'inspirer des cas extrêmes, que ce soit une réussite fulgurante ou un échec cuisant, c'est souvent une mauvaise idée. C'est trompeur. Pourquoi? Parce que ces cas sont le produit de la chance ou du risque à un niveau extrême. Ce qui est bien plus instructif, c'est de regarder les tendances générales, les principes qui s'appliquent au plus grand nombre. Bon, avec tout ça en tête, comment est-ce qu'on avance? Vers quoi ça nous mène? Eh bien, vers une nouvelle façon de penser l'argent, une façon plus saine et plus efficace. Et voilà, peut-être la leçon la plus importante de toutes. L'objectif, ce n'est pas d'être froidement, parfaitement rationnel. C'est impossible, l'être humain n'est pas fait comme ça. L'objectif, c'est d'être raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être conscient de ses propres biais, accepter le rôle de la chance et du risque, et surtout prendre des décisions qui nous laissent dormir sur nos deux oreilles la nuit. Alors, si on résume, nos décisions financières ne sont jamais folles, elles sont simplement le reflet de notre parcours. Notre cerveau est programmé pour que la douleur d'une perte soit plus forte que la joie d'un gain. Et puis, il y a la chance et le risque, ces forces invisibles mais hyper puissantes. Le plus important, c'est d'avoir conscience de tout ça et de ne pas viser la rationalité parfaite qui n'existe pas, mais juste d'être raisonnable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la fin. Si cette rationalité parfaite n'est qu'un mythe, alors quels devraient être nos vrais objectifs financiers?
Peut-être qu'au fond, le but, ce n'est pas juste d'accumuler des chiffres sur un compte. Peut-être que c'est d'utiliser l'argent comme un outil pour se construire une vie qui a plus de sens, une vie plus libre. En tout cas, c'est une question qui vaut le coup d'être posée.